Deux chiffres s'imposent, puis se contredisent au Burkina Faso. Dans les rapports de sécurité, la menace apparaît méthodique et coûteuse. Dans les communiqués officiels, l'écart de ton réduit l'ampleur, et cette divergence révèle une fracture que l'on n'attendait pas. Alors, que dit réellement cette résistance pour ceux qui observent quand Ibrahim Traoré reste au centre du bras de fer? Si la pression produit l'effet inverse, l'équilibre du Sahel pourrait déjà glisser. Ce qui suit ne se limite pas à un récit de complots avortés ou de tensions militaires indarnes. Il s'agit de comprendre comment se décide réellement la trajectoire d'un État soumis à des pressions extérieures persistantes et pourquoi certaines tentatives produisent désormais l'effet inverse de celui recherché. Pour le lecteur, l'enjeu est clair: disposer d'une grille de lecture concrète, fondée sur des faits documentés, afin de décrypter les crises contemporaines du Sahel sans se laisser piéger par des récits simplificateurs. Au Burkina Faso, la combinaison d'une fragilité politique héritée, de ressources naturelles convoitées et d'un environnement géopolitique saturé d'intérêts concurrents crée un terrain d'expérimentation brutal. Chaque initiative clandestine, chaque flux financier opaque, chaque arrestation d'officiers révèle un mécanisme précis: qui influence qui, par quel levier et avec quelles limites. Ce décryptage dépasse le cas burkinabé. Il éclaire les rapports de force régionaux, la notion même de souveraineté et la capacité d'un pouvoir à transformer une vulnérabilité structurelle en point d'ancrage stratégique. Plus de 10 tentatives d'assassinat en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés. Ces deux chiffres, mis côte à côte, forment un premier révélateur brutal. La menace autour d'Ibrahim Traoré n'a jamais été marginale, ni improvisée. Ils indiquent une pression structurée, persistante, capable de mobiliser des ressources humaines et financières bien au-delà de ce que suggéraient les discours publics initiaux. Pour saisir la portée de ces données, il faut revenir à l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022. Le Burkina Faso se trouvait déjà au cœur d'une zone de turbulence, combinant instabilité politique, contraintes économiques sévères et exposition directe aux violences armées régionales. À cela s'ajoute une réalité déterminante: le pays concentre des ressources naturelles stratégiques, notamment l'or, le manganèse et le phosphate, qui attirent depuis longtemps des intérêts extérieurs multiples. Très tôt, des signaux faibles apparaissent. Des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles, parfois présentées comme de simples opportunités de coopération ou de soutien logistique. Pris isolément, ces épisodes semblent anecdotiques, mais leur répétition, leur cohérence et leur synchronisation révèlent une trame plus large, une tentative méthodique de fracturer la chaîne de commandement militaire. Ce contexte transforme la lecture des événements. Les complots ne relèvent plus de rivalités internes classiques, mais d'une architecture transnationale où argent, réseau et relais régionaux s'entremêlent. À partir de là, chaque arrestation, chaque saisie financière, chaque enquête devient un indice supplémentaire d'une bataille silencieuse autour de la souveraineté burkinabé. Pour comprendre comment cette pression extérieure a commencé à produire des effets concrets, il faut quitter un instant les chiffres globaux et suivre les trajectoires de quelques acteurs intermédiaires. Ce sont eux qui, bien avant les arrestations spectaculaires, perçoivent les premiers signaux d'alerte. Des capitaines, des responsables logistiques, des officiers affectés à des zones sensibles rarement sous les projecteurs, mais placés à des nœuds stratégiques de l'appareil militaire. Dans plusieurs cas, les approches suivent un schéma similaire: une première prise de contact informelle, ensuite une proposition ambiguë, présentée comme un appui extérieur destiné à rééquilibrer certaines décisions internes. Enfin, une incitation plus directe, assortie de promesses financières ou de perspectives d'avancement accéléré. Ces séquences, rapportées séparément, auraient pu être interprétées comme des dérives individuelles. Mises bout à bout, elles dessinent une méthode.
L'un de ces épisodes devient rapidement emblématique. Un officier en poste dans le nord du pays refuse à plusieurs reprises une offre jugée démesurée et en informe sa hiérarchie. Cette réaction déclenche une vérification interne qui met au jour un canal d'infiltration actif depuis plusieurs mois. À ce stade, l'affaire change de nature. La menace cesse d'être abstraite pour devenir opérationnelle. L'impact est immédiat. Les procédures de remontée d'informations sont resserrées, les échanges internes se multiplient et la vigilance s'installe à des niveaux jusque-là peu concernés. Autour d'Ibrahim Traoré, ses retours du terrain jouent un rôle décisif. Ils transforment d'une série d'incidents isolés en diagnostic clair d'une pression organisée. À ce stade, un point devient évident. La menace n'est ni spontanée ni locale, elle est construite, progressive et pensée pour durer. La séquence bascule lorsque les signaux dispersés se transforment en enchaînements lisibles. D'abord, une phase d'activation discrète. Des intermédiaires apparaissent, souvent sous couvert d'activités commerciales ou de conseils logistiques. Les contacts se multiplient, les propositions se précisent et l'argent devient l'outil central pour tester les lignes de faille. Autour d'Ibrahim Traoré, ces mouvements restent longtemps souterrains, mais leur répétition indique une stratégie patiente. Ensuite vient la montée en tension. Les approches cessent d'être isolées et touchent simultanément plusieurs maillons de la chaîne militaire. Des officiers rapportent des sollicitations similaires, parfois à quelques jours d'intervalle, parfois dans des régions éloignées les unes des autres. Ce synchronisme révèle une coordination. À ce stade, la pression n'est plus opportuniste. Elle est structurée, pensée pour créer un effet cumulatif. Le premier tournant intervient lorsqu'un canal précis est identifié. Une enquête interne met au jour des flux financiers destinés à acheter des défections ciblées. Cette découverte agit comme un accélérateur. Les services de sécurité redéploient leurs priorités, renforcent la surveillance des postes sensibles et croisent les informations issues de plusieurs unités. La ligne entre prévention et réaction commence à se déplacer. Le climax survient lorsque la tentative de passage à l'acte devient explicite. Des émissaires cherchent un contact direct avec des commandants de bataillon, convaincus que le moment est devenu de transformer l'influence en bascule opérationnelle. Les forces loyales, alertées à temps, interceptent les échanges et neutralisent l'initiative avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. L'épisode reste contenu, mais son impact est majeur. Il confirme l'existence d'un réseau transnational prêt à investir des moyens considérables. À partir de là, les répliques se succèdent, les arrestations s'enchaînent, des documents sont saisis, des communications sont analysées. Chaque élément découvert éclaire un peu plus la cartographie des pressions exercées depuis l'extérieur. Pour Ibrahim Traoré, cette phase marque un avant et un après. Avant, la menace pouvait être interprétée comme une série d'alertes graves mais ponctuelles. Après, elle s'impose comme une campagne coordonnée visant le cœur du pouvoir. Ce basculement modifie aussi le tempo politique. Les décisions se prennent plus vite, les marges d'ambiguïté se réduisent et la communication officielle adopte un ton plus affirmé. Les tentatives de déstabilisation, loin de rester invisibles, deviennent un argument pour renforcer la cohésion interne. L'effet recherché par les réseaux adverses commence alors à se retourner contre eux. Dans cette dynamique, un élément ressort avec netteté. Chaque étape franchie par les acteurs extérieurs produit une réponse plus structurée de l'État. La ligne des événements n'est plus une succession chaotique, mais une spirale où action et contraction s'alimentent. Ce mouvement explique pourquoi, en l'espace de quelques mois, la situation passe d'un climat de suspicion diffuse à une confrontation assumée. Ce passage du avant au sapré constitue le véritable nœud de la séquence. Il prépare le terrain pour une lecture quantitative de la crise
où les chiffres ne servent plus seulement à illustrer, mais à mesurer un changement de régime dans la nature même de la menace entourant Ibrahim Traoré. Avant la vague de complots révélée en 2024, la menace était perçue comme diffuse. Après les enquêtes consolidées, elle apparaît mesurable et structurée autour de trois indicateurs clés. Ce passage du flou à la donnée constitue le cœur de la démonstration pour comprendre l'ampleur réelle de la pression exercée autour d'Ibrahim Traoré. Les chiffres ne racontent pas tout, mais ils imposent une hiérarchie claire des risques et des réponses. Le premier indicateur concerne le nombre total de tentatives d'assassinat recensées depuis 2022. Plus de 10 opérations distinctes ont été identifiées et documentées par les services de sécurité. Cette répétition montre une pression continue et méthodique. Ce volume est exceptionnel dans un laps de temps aussi court et indique que les acteurs impliqués ne cherchaient pas un coup opportuniste, mais une érosion progressive du pouvoir. Chaque tentative avortée n'a pas mis fin à la dynamique. Elle l'a déplacée, ajustée, rendue plus discrète. La donnée brute révèle ainsi une stratégie d'usure où l'échec n'est pas un signal d'arrêt, mais un paramètre d'apprentissage. Le deuxième indicateur porte sur l'ampleur financière des opérations clandestines. En novembre 2024, la saisie d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinée à acheter la défection d'officiers stratégiques marque un seuil critique. Cette somme révèle l'échelle financière du projet subversif extérieur. Il ne s'agit plus de gratification ponctuelle, mais d'une capacité à mobiliser des montants comparables à des budgets institutionnels. Cette donnée modifie la lecture du rapport de force. Les réseaux impliqués disposent de ressources suffisantes pour multiplier les tentatives, absorber les pertes et maintenir la pression dans la durée. Pour l'État burkinabé, cela impose un changement de doctrine, fondé non sur la réaction isolée, mais sur l'anticipation systémique. Le troisième indicateur concerne l'infiltration interne. Plus de 50 officiers ont été arrêtés pour implication avérée ou coordination avec des agents extérieurs. Ce nombre élevé souligne une infiltration profonde et patiemment construite. Il montre que la pression ne s'exerçait pas uniquement depuis l'extérieur, mais qu'elle visait à retourner des segments précis de l'appareil militaire. Cette donnée explique pourquoi les autorités ont privilégié des rotations de postes, un contrôle accru des circuits logistiques et une centralisation renforcée de l'information. Le chiffre n'est pas seulement alarmant, il est structurant pour la réponse institutionnelle. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cumulative. La menace augmente en intensité, en coût et en sophistication à mesure que les contre-mesures se renforcent. Cette escalade contrôlée explique pourquoi, paradoxalement, la cohésion autour d'Ibrahim Traoré s'est durcie au lieu de se fissurer. Les chiffres agissent ici comme un révélateur politique. Ils montrent que l'ingérence, en devenant mesurable, perd une partie de son efficacité. Au final, le contraste est net. Là où l'on anticipait une fragmentation progressive, les données attestent d'un recentrage. L'appareil sécuritaire se resserre, les réseaux adverses perdent en discrétion et la visibilité des soutiens internes au pouvoir augmente. Cette lecture quantitative prépare le terrain pour le débat suivant, où les arguments opposés devront être confrontés non plus à des impressions, mais à des faits établis autour d'Ibrahim Traoré. Deux argumentaires opposés structurent le débat international autour de la crise burkinabé, et chacun mérite d'être reconstruit dans sa forme la plus solide avant d'être confronté aux faits. Le premier, souvent avancé par certaines puissances étrangères, affirme qu'une influence discrète serait justifiée par la nécessité de préserver la stabilité régionale.
Selon cette lecture, le Burkina Faso constituerait un maillon critique du dispositif sécuritaire du Sahel. Un pouvoir jugé imprévisible accroîtrait dans ce cadre le risque de débordement transfrontalier et de diffusion des violences armées. Les actions clandestines seraient alors présentées comme des mesures préventives et ça n'est destiné à, à éviter une dégradation incontrôlée de la situation. Le second argumentaire insiste sur la dimension politique interne. Il soutient que la concentration du pouvoir pourrait fragiliser la pluralité institutionnelle et compliquer la coopération internationale. Dans cette perspective, la loyauté militaire serait perçue comme instable, dépendante de circonstances exceptionnelles plutôt que d'un consensus durable. Le Burkina Faso apparaîtrait ainsi vulnérable à moyen terme, exposé à un choc interne dès que les pressions extérieures cesseraient de jouer un rôle de régulation implicite. Ce raisonnement suggère que l'ingérence serait moins une agression qu'un facteur d'équilibre provisoire. Ces deux lectures gagnent en cohérence lorsqu'elles sont présentées isolément. Pourtant, les données issues des enquêtes burkinabées en modifient profondément la portée. Les plus de 10 tentatives d'assassinat documentées depuis 2022, la saisie de flux financiers massifs et l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués indiquent des actions proactives visant un renversement, non une stabilisation. La logique observée n'est pas celle d'un filet de sécurité, mais celle d'une pression continue destinée à remodeler l'équilibre interne par la contrainte. De plus, la résistance institutionnelle constatée contredit l'hypothèse d'une loyauté superficielle. Les complots déjoués n'ont pas provoqué l'effondrement anticipé. Ils ont accéléré une recomposition interne, plus centralisée, mais aussi plus cohérente. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un facteur de désordre que comme une variable de verrouillage face à une stratégie extérieure structurée. Ce renversement d'interprétation marque un point charnière. Il oblige à déplacer le débat non plus vers les intentions déclarées des acteurs extérieurs, mais vers les effets mesurables de leurs actions. À partir de là, la discussion change de nature. Ce constat, longtemps relégué à l'arrière-plan, s'impose lorsque les enquêtes croisées révèlent que chaque tentative de déstabilisation a renforcé, plutôt qu'affaibli, les mécanismes de défense interne. L'État ne se contente plus de répondre, il anticipe, coordonne et élargit son périmètre de vigilance. La menace change alors de statut. Elle n'est plus seulement militaire, elle devient un signal structurant pour l'ensemble des institutions. Ce basculement se produit lorsque les autorités comprennent que les pressions internes possèdent presque toujours un relais extérieur. Cette découverte force un changement d'échelle. La sécurité n'est plus pensée comme une somme d'incidences à traiter, mais comme un réseau à cartographier où flux financiers, canaux diplomatiques et intermédiaires régionaux interagissent. À partir de ce moment, les décisions gagnent en cohérence et en vitesse. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian marque une rupture stratégique. Le pouvoir cesse de subir le tempo imposé par des acteurs invisibles et impose le sien. Les contre-mesures ne visent plus seulement à neutraliser des individus, mais à exposer publiquement les méthodes utilisées. Cette mise en lumière a un effet dissuasif inattendu. Elle réduit la marge de manœuvre des réseaux adverses. À mi-parcours, un basculement redéfinit les enjeux. La crise n'est plus un risque de fragmentation imminente, mais un révélateur d'un nouvel équilibre en formation, dont les conséquences concrètes commencent à se faire sentir bien au-delà des cercles sécuritaires. Les effets de cette séquence dépassent largement les cercles militaires et se déploient désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une facette tangible du basculement en cours autour d'Ibrahim Traoré. Ces conséquences ne sont pas théoriques, elles s'observent dans les comportements, les décisions économiques, l'organisation de l'État et les dynamiques régionales.
Pour la population, le premier impact est psychologique et social. Les complots déjoués et rendus publics nourrissent un sentiment paradoxal. L'inquiétude demeure, mais elle s'accompagne d'une perception renforcée de résistance collective. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, la vigilance communautaire augmente. Les signalements d'activités suspectes se multiplient, les infrastructures sensibles sont davantage protégées, et l'idée que la menace est extérieure resserre les lignes internes. Cette cohésion ne supprime pas les tensions, mais elle modifie la manière dont la population interprète la crise. Sur le plan économique, les effets sont ambivalents. À court terme, l'incertitude politique freine certains investissements, notamment dans les secteurs extractifs stratégiques. Toutefois, les révélations sur les flux financiers clandestins provoquent un recentrage des acteurs économiques nationaux. Les entreprises locales revoient leurs partenariats, évitent les circuits opaques et renforcent leurs mécanismes de conformité. Ce mouvement contraint mais réel tente à assainir certains segments de l'économie au prix d'un ralentissement initial. Pour l'État, les conséquences sont structurelles. Les arrestations de plus de 50 officiers imposent une réorganisation profonde, rotation accélérée des postes sensibles, centralisation des décisions sécuritaires et resserrement des chaînes hiérarchiques. Cette recomposition renforce le noyau loyaliste autour d'Ibrahim Traoré et réduit la permeabilité aux infiltrations. Elle s'accompagne aussi d'un durcissement des protocoles, signe que la gouvernance s'adapte à une menace désormais perçue comme permanente. Enfin, au niveau régional, l'effet est stratégique. Le Burkina Faso devient un cas observé de près par d'autres États du Sahel confrontés à des pressions similaires. L'échec répété des tentatives de déstabilisation envoie un signal clair. Les réseaux transnationaux ne sont pas invincibles. Cette perception renforce la position d'Ibrahim Traoré dans les échanges régionaux et alimente une solidarité pragmatique fondée sur la défense de la souveraineté. Pris ensemble, ces quatre ensembles montrent que la crise a cessé d'être un épisode isolé. Elle produit désormais des effets durables, mesurables, qui redessinent les équilibres internes et régionaux. À partir des données observées et des dynamiques déjà enclenchées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres de lecture conditionnels permettant d'anticiper les effets possibles des choix en cours. Chaque scénario dépend d'un équilibre précis entre pressions extérieures, discipline interne et capacité institutionnelle. Le scénario de base repose sur la continuité maîtrisée. Les réformes sécuritaires engagées se poursuivent sans accélération brutale. Les rotations de postes, la centralisation de l'information et la surveillance des flux financiers maintiennent un niveau de contrôle suffisant pour contenir de nouvelles tentatives. Dans cette configuration, la stabilité reste fragile mais fonctionnelle. Les réseaux adverses perdent en efficacité sans disparaître. L'État consolide ses défenses tandis que l'économie avance à un rythme prudent, freiné mais pas paralysé. Le scénario optimiste suppose un assèchement progressif des leviers extérieurs. Les saisies financières répétées, l'exposition publique des méthodes clandestines et la coopération régionale réduisent significativement la capacité de nuisance des réseaux transnationaux. La menace ne s'évanouit pas, mais elle devient coûteuse et risquée pour ses initiateurs. Dans ce contexte, l'appareil étatique gagne en confiance et en marge de manœuvre. La stabilité sécuritaire relative favorise un regain d'activité économique interne et une normalisation partielle des relations régionales. La pression, autrefois constante, se transforme en bruit de fond contrôlé. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une recomposition des stratégies adverses. Face à l'échec des approches directes, les pressions se déplacent vers des leviers plus indirects.
Campagne narrative, sanctions économiques ciblées, instrumentalisation de tensions sociales. La menace devient moins visible, mais plus diffuse. L'État conserve sa cohésion sécuritaire, mais se retrouve sous contrainte sur d'autres fronts, notamment économiques et diplomatiques. La stabilité persiste, mais au prix d'un durcissement prolongé. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne repose sur un retour au statu quo antérieur. La séquence ouverte par les complots déjoués a modifié durablement le terrain. La bonne question n'est donc pas si la pression disparaîtra, mais comment elle se transformera. Penser en conditions plutôt qu'en certitude devient alors un outil essentiel pour lire les mois à venir. Au-delà des cartes géopolitiques et des chiffres d'enquête, cette séquence concerne aussi ceux qui l'observent à distance. Comprendre ce qui se joue autour du Burkina Faso oblige à interroger la manière dont chacun lit les crises contemporaines. Les mécanismes révélés ici, pression financière, réseaux transnationaux, tentatives d'influence indirecte, ne sont pas propres à un seul pays. Ils constituent un mode opératoire récurrent dans des États exposés, souvent présentés comme périphériques, mais stratégiquement centraux. Pour un premier groupe de lecteurs, l'impact est cognitif. La crise burkinabé montre que la stabilité ne se mesure pas uniquement à l'absence de violence visible. Elle se construit aussi dans la capacité d'un État à absorber des chocs invisibles, à identifier des menaces diffuses et à transformer des vulnérabilités en leviers d'action. Cette lecture invite à dépasser les récits binaires opposant chaos et ordre pour intégrer des zones grises où se joue l'essentiel. Un second niveau touche à la perception morale et politique. Voir un pays résister à des pressions méthodiques remet en question l'idée selon laquelle certaines régions seraient condamnées à la tutelle permanente. L'expérience burkinabé suggère que la souveraineté n'est pas un slogan abstrait, mais un processus concret, fait de décisions coûteuses, de vigilance quotidienne et de compromis assumés. Cette perspective oblige à reconsidérer le rôle des acteurs extérieurs et la responsabilité qu'ils portent dans l'évolution des crises qu'ils prétendent gérer. Enfin, un troisième niveau concerne le positionnement personnel. Pour ceux qui suivent l'actualité africaine, cette séquence rappelle l'importance de diversifier les sources, de privilégier les données vérifiables et de se méfier des narratifs émotionnels trop lisses. Elle montre aussi que l'Afrique n'est pas un simple théâtre d'influence, mais un espace où se testent des formes nouvelles de résistance institutionnelle. Ces trois niveaux forment un miroir. Ils invitent chacun à ajuster son regard, non pour adopter une position militante, mais pour gagner en lucidité face à des dynamiques complexes et durables. Face à une pression extérieure désormais identifiée comme structurée et persistante, une sortie durable de crise repose sur une série d'actions coordonnées plutôt que sur un geste isolé. Les données établies, tentatives répétées, infiltrations internes et flux financiers clandestins imposent une logique méthodique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à consolider ces leviers sans transformer la réponse sécuritaire en rigidité politique. La première étape concerne la gestion des postes peu sensibles. Une rotation programmée des fonctions clés associée à des audits internes réguliers réduit la durée d'exposition aux tentatives de cooptation. L'indicateur central reste la capacité à détecter rapidement toute anomalie dans les circuits logistiques et décisionnels. La deuxième étape vise la coopération régionale. En renforçant les mécanismes de partage d'informations avec les États confrontés à des pressions similaires, le Burkina Faso dilue l'avantage des réseaux transnationaux. Le critère de suivi repose sur le nombre d'accords opérationnels actifs et leur efficacité concrète. La troisième étape touche à la traçabilité financière. Imposer des mécanismes de contrôle stricts sur les partenariats sensibles permet de réduire les flux opaques. Le succès se mesure par la diminution progressive des transactions non déclarées
et des intermédiaires à risque. La quatrième étape implique la société civile. Encourager des dispositifs de vigilance communautaire améliore la remontée d'informations locales. Le délai entre signalement et intervention devient alors un indicateur clé de résilience. Enfin, la cinquième étape concerne les ressources naturelles. Encadrer plus strictement les concessions minières limite les leviers économiques extérieurs. La proportion de contrats sécurisés ou renégociés fournit une mesure tangible de l'autonomie retrouvée. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de nouvelles pressions. Elle vise plutôt à créer un environnement où chaque tentative rencontre une structure capable d'absorber le choc. C'est dans cette continuité que la stabilité autour d'Ibrahim Traoré peut s'inscrire dans la durée. Lorsque l'on revient aux premiers signaux, presque anodins à l'époque, la trajectoire apparaît avec plus de netteté. Ces approches discrètes, ces propositions ambiguës adressées à des officiers intermédiaires semblaient isolées. Elles formaient pourtant les premiers fils d'un réseau destiné à tester la solidité interne du Burkina Faso. Ce sont précisément ces détails, longtemps relégués à l'arrière-plan, qui prennent aujourd'hui une valeur symbolique. Le motif qui relie ces épisodes est celui de la vigilance. D'un refus individuel à une enquête institutionnelle, d'une alerte locale à une recomposition sécuritaire nationale, chaque maillon a tenu. La crise n'a pas été déjouée par un acte spectaculaire, mais par une accumulation de décisions discrètes, souvent coûteuses, parfois impopulaires, mais cohérentes. Cette continuité explique pourquoi la pression n'a pas produit l'effondrement attendu. Autour d'Ibrahim Traoré, cette séquence dessine une leçon plus large. La souveraineté ne s'impose pas dans le fracas, elle se construit dans la durée par la capacité à reconnaître les signaux faibles et à agir avant la rupture. La menace extérieure, en cherchant à fracturer, a révélé une solidité insoupçonnée. La phrase qui s'impose alors est simple et lourde de sens. La vigilance a fait la différence. À l'issue de ce parcours, l'histoire récente du Burkina Faso invite à une réflexion plus large que le seul enchaînement des faits. Elle rappelle que les crises contemporaines ne se jouent pas uniquement dans l'urgence visible, mais dans des zones grises où s'entrecroisent argent, influence, loyauté et récits concurrents. Ce qui s'est cristallisé autour d'Ibrahim Traoré illustre une dynamique que l'on retrouve ailleurs. La pression extérieure ne disparaît pas, elle change de forme, teste d'autres points d'appui, cherche d'autres failles. Partager cette analyse, c'est contribuer à rendre lisibles des mécanismes souvent simplifiés dans les discours dominants. C'est aussi reconnaître que les sociétés concernées ne sont pas de simples terrains passifs, mais des acteurs capables de réponses structurées, parfois inattendues. En suivant ces évolutions, chacun peut affiner sa compréhension des rapports de force internationaux et de la place réelle du continent africain dans ces équilibres mouvants. Si ces enjeux résonnent pour vous, prolonger la réflexion passe par l'échange, la confrontation d'analyses et l'attention portée aux données plutôt qu'aux slogans. Comment, selon vous, faut-il désormais lire les crises africaines à l'ère des pressions diffuses et des influences invisibles?